Bienvenue dans cette émission 100% santé consacrée à l'AVC. Nous évoquerons les symptômes, les causes, les conséquences, la réadaptation et bien sûr la prévention. Nous allons donc parler de l'AVC dans cette émission 100% santé. Pour en parler, Maud Ismail, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du service d'ergothérapie à la clinique Valmont. Exactement. On parlera également de l'AVC avec le docteur Sarah Berru. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste FMH en neurologie à la clinique Valmont et clinique de Montchoisy. Et vous, professeur François-Xavier Borua. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste FMH en neuro-ophtalmologie à Suisse Visio, clinique de Montchoisy, ainsi qu'au centre ophtalmologique de Rives à Genève. Alors, on rentre dans le vif du sujet par une définition. Qu'est-ce qu'un AVC, un accident vasculaire cérébral ? Comme vous l'avez dit, l'AVC, c'est pour accident vasculaire cérébral. Et en gros, il y a deux formes d'AVC. Il y a les AVC qu'on appelle ischémiques, c'est-à-dire qui sont dus à une artère du cerveau qui se bouche par un caillot. Et il y a les AVC qu'on appelle hémorragiques, donc qui sont dus à un saignement dans le cerveau, en fait, donc à une rupture d'un vaisseau. Et alors, est-ce qu'on peut en définir les causes, professeur ? Les causes, oui, il y a plusieurs types de mécanismes qui aboutissent à un AVC. Il y a soit les phénomènes emboliques, donc il y a du matériel qui part de quelque part, du cœur, d'une grosse artère, et qui va aller boucher une petite artère, par exemple. Il y a aussi on peut avoir des problèmes athéromateux, donc des problèmes de dépôt de cholestérol ou d'autres choses sur les grosses artères, on peut avoir des malformations cardiaques, qui sont à la base d'un trouble de la circulation, le flux n'est pas laminaire, on peut avoir des arythmies cardiaques, et je crois que les phénomènes thromboemboliques sont c'est la cause la plus fréquente. Il y a d'autres phénomènes, d'autres mécanismes, comme par exemple des problèmes inflammatoires qui pourraient être aussi présents. Voilà. Donc là, on est au résultat de l'AVC. Si on remonte un peu le temps, les symptômes, docteur Berru? Alors, les symptômes, ils dépendent en gros de la région du cerveau qui est touchée. Si ça touche le centre du langage, ça sera des problèmes pour parler. Si ça touche la zone de la motricité, ça sera des problèmes donc pour bouger, une paralysie ou une faiblesse. Si ça touche le système de la sensibilité, ce sera des fourmillements, une perte de sensibilité. Ça peut faire des problèmes de vision si ça touche la région plutôt postérieure du cerveau. Donc en gros, les symptômes dépendent vraiment de l'endroit de l'AVC. Et alors, on le dit à chaque fois qu'on prononce le mot AVC, chaque minute compte. C'est-à-dire qu'on essaye d'identifier au maximum la cause de l'AVC ou les symptômes, justement. Non, je crois que quand on dit chaque minute compte, c'est-à-dire qu'il y a une fenêtre thérapeutique. Si on a par exemple un phénomène thromboembolique, il y a une fenêtre thérapeutique dans laquelle on peut intervenir pour essayer de dissoudre ce caillot. Ça, c'est surtout mes collègues neurologues qui s'en occupent, c'est la thrombolyse. Et puis, disons actuellement, au CHUV en tout cas, c'est le délai entre le premier symptôme et le traitement, c'est 4h30, que ce soit pour un AVC au sens strict du terme cérébral, ou aussi ce qu'on appelle un AVC rétinien, c'est-à-dire si on a une embolie qui vient boucher l'artère centrale de la rétine avec perte immédiate de la vision d'un œil, c'est 4h30 pour thrombolyser. Donc entre la perte de vision et le traitement. Au-delà de 4h30, on ne fait pas de thrombolyse. Et les dommages sont plus importants. Ah oui, c'est-à-dire que les dommages ne sont heureusement pas toujours irréversibles, mais quand même assez souvent irréversibles. Si on parle de l'occlusion de l'artère centrale de la rétine, la cécité, elle est là. Il n'y a pas de récupération spontanée pour la majorité des patients. Il y a des statistiques qui existent sur l'AVC, sur le nombre de patients touchés et ceux qui récupèrent, quels sont les dommages ? L'AVC, la prévalence de l'AVC dans la population, c'est 2,5%. Et c'est entre 15 et 20 000 AVC en Suisse par année. Donc ça, ce sont les statistiques officielles. Et puis en gros, sur tous les gens qui vont faire un AVC, 30% d'entre eux vont récupérer complètement, à peu près.
30% d'entre eux vont récupérer en partie et vont garder un handicap, plus ou moins important, mais en général avec lequel ils pourront rentrer à la maison, et il y a environ 30% de décès dus à l'AVC, surtout des complications de l'AVC. Avant de parler prise en charge, on va revenir juste un peu avant. Des signes avant-coureurs existent, professeur Borua. Quels pourraient-ils être? Quels seraient ceux qu'on peut identifier? Alors, sur le plan visuel, on a parfois des patients qui mentionnent la présence d'hallucinations visuelles, donc ils voient des choses qui n'existent pas, qui peuvent être des petites étoiles qui scintillent, des lignes qui bougent, des choses qui n'ont pas de forme particulière, mais ils perçoivent ces hallucinations qui peuvent être transitoires, et puis revenir sur 2, 3, 4, 5 jours avant que l'AVC soit vraiment établi et qu'il y ait une perte de vision. Ça, c'est une chose qui arrive. Ce n'est pas la règle, mais c'est possible. Donc il faut prêter attention à la survenue de phénomènes de ce genre, par exemple. Une vision floue aussi peut être un signe avant-coureur? Alors, au sens de la vision floue, ce que les personnes peuvent avoir aussi, c'est une vision double. Ils peuvent avoir des phénomènes de ce qu'on appelle une diplopie, c'est-à-dire qu'au lieu de voir un objet, ils en voient deux, qui soient côte à côte ou l'un au-dessus de l'autre. Et ça peut être aussi des phénomènes transitoires qui peuvent être annonciateurs d'un phénomène ischémique qui, lui, sera plus définitif. Docteur Beru, les symptômes les plus fréquents, entre guillemets, sont lesquels? Alors, on retrouve assez fréquemment des problèmes de langage, donc soit de production du langage, les gens n'arrivent plus à parler, soit de compréhension, ils ne comprennent plus ce que les gens leur disent. Aussi souvent des problèmes de perte de force d'une partie de la moitié du corps, d'un bras, d'une jambe, ou le visage asymétrique, ainsi qu'après des troubles de la sensibilité, comme on l'a dit tout à l'heure. Une perte de sensibilité, généralement ça touche une moitié de corps, donc c'est asymétrique, on perd soit du côté droit, soit du côté gauche. Et puis les problèmes visuels, comme on les a évoqués. On peut aussi retrouver des problèmes de coordination, des problèmes d'équilibre, comme on l'a dit, ça dépend vraiment de la zone du cerveau touchée. J'aimerais juste revenir sur un symptôme qui, lui, alors je ne sais pas pourquoi j'en ai pas parlé auparavant, c'est la morose transitoire. C'est-à-dire, c'est la cécité transitoire qui survient comme ça, et pourrait survenir chez moi tout d'un coup, pof, je ne vois plus rien de l'œil gauche pendant quelques secondes, 10 secondes, 15 secondes, et hop, la vision revient. Et ça peut être, c'est un signe, disons, qui doit faire penser qu'il y a des sources emboligènes, avec un petit embole qui est parti dans ma rétine, qui s'est fragmenté, le sang est revenu. Et ça peut être un signe aussi qui précède soit un problème oculaire, soit un problème cérébral. Et là, il faut aller consulter très rapidement? Oui, il faut aller consulter parce que c'est vraiment un signe inquiétant, disons. Ce n'est pas une variation de la norme de perdre la vision, même pendant quelques secondes, d'un œil. On parle AVC, on parle prise en charge. Alors là, vous exprimiez les signes avant-coureurs. Donc là, si on se présente à une consultation avec ces symptômes-là, on rentre dans une catégorie où l'AVC n'est pas forcément dommageable. Quelle est la prise en charge de quelqu'un qui aurait un AVC, donc inconscient, ou qui ne s'en rendrait absolument pas compte? Quel est le geste à faire pour la personne qui accompagne? Alors, je pense que la première chose à faire, c'est d'appeler le 144. Si on voit quelqu'un qui a un déficit neurologique, il faut appeler le 144. Et puis les gens, et tout de suite, il ne faut pas attendre pour voir comment les symptômes évoluent, parce que chaque minute compte pour le cerveau. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que c'est une artère. Donc on va parler de l'AVC ischémique, l'artère bouchée. La prise en charge de l'AVC hémorragique, elle est tout aussi importante, mais différente. Mais dans l'AVC ischémique, l'artère est bouchée, le cerveau ne reçoit plus l'oxygène nécessaire pour fonctionner, et donc c'est très important d'aller rouvrir ce vaisseau le plus rapidement possible pour que le cerveau ne souffre le moins possible du manque d'oxygène. Donc en gros, il faut appeler le 144 et les gens vont partir dans ce qu'on appelle la filière AVC aux urgences. Ils vont être évalués tout de suite par un neurologue qui demandera une imagerie cérébrale, en général un scanner ou une IRM. Et puis, si on voit le vaisseau bouché, ou bien même des fois c'est des toutes petites artères qui sont bouchées, on ne voit pas forcément, mais si le patient entre dans les critères, à ce moment-là, on pourra introduire la thrombolyse intraveineuse. Donc ça, c'est les premiers traitements d'urgence qu'on donne. C'est un traitement anticoagulant très
très puissant qui va dissoudre le caillot qui bouche l'artère. On a 4h30 pour donner ce traitement-là aux urgences, donc c'est pour ça que c'est très important d'aller tout de suite, et de ne pas perdre de temps. Voilà. Et après, la deuxième ligne de traitement, c'est la thrombectomie, pour laquelle on a 6 heures, c'est-à-dire que ça, c'est les neuroradiologues qui vont entrer un cathéter, remonter, aller chercher dans l'artère le caillot qui bouche l'artère si la thrombolyse intraveineuse n'a pas suffi. Et si on voit le caillot, bien sûr. Donc en gros, on a 6 heures pour faire ces traitements-là. Après, il y a des exceptions, parfois on peut aller au-delà, mais en gros, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le temps est très très important. Chaque minute compte vraiment. Et puis, plus on fera la thrombolyse tôt, plus les patients vont récupérer. Et vous parliez d'AVC hémorragique. La prise en charge doit être faite aussi rapidement? Alors, elle doit être faite aussi rapidement, mais dans l'AVC hémorragique, donc c'est un vaisseau qui se rompt, donc c'est un saignement dans la tête. La prise en charge, elle consiste surtout à régler la tension artérielle, qui est un gros facteur qui peut aggraver le saignement, et puis en gros une surveillance surtout. Donc elle est tout aussi importante. Les patients seront aussi hospitalisés aux soins continus de neurologie après, mais il n'y a pas de thrombolyse à faire ou de choses évidemment de traitement à donner tout de suite. C'est surtout une surveillance puis un contrôle des facteurs aggravants. Et la plage horaire est la même à peu près? Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut aller le plus vite possible dans les deux cas. Donc on recherche la cause dans la prise en charge. Est-ce qu'il y a des risques de récidive? Est-ce que quelqu'un qui a fait déjà un AVC est plus à même d'en refaire un? Alors oui, clairement. Après le travail, donc une fois qu'on a passé cette phase aiguë et ce traitement aigu de l'AVC, il y aura pendant l'hospitalisation tout un travail de recherche de la cause de l'AVC, parce que le traitement au long cours va dépendre de la cause. Si c'est une cause cardiaque, ce sera plutôt un traitement anticoagulant. Si c'est une cause autre, sur une plaque de cholestérol, ce sera plutôt un traitement antiagrégant comme l'aspirine ou comme ça. Donc ça, c'est tout un travail qu'on fait ensuite pour essayer de rechercher la cause. Orienter ce traitement-là. Et puis après, une grosse part de la prévention, c'est le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire dont on va parler, je pense. Qui est essentiel, parce qu'en gros, il y a un risque de récidive, probablement qu'il y a à peu près 20% des patients qui vont récidiver, mais on peut prévenir 90% des récidives par un bon contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire. Et alors concrètement, ces facteurs de risque, ce sont lesquels ? Alors, on a d'abord l'hypertension artérielle, donc une tension artérielle supérieure à 140/85, qui est un facteur de risque à la fois pour l'AVC ischémique et l'AVC hémorragique, parce qu'il favorise la rupture des vaisseaux, il fragilise les artères du cerveau, et donc dans ce sens-là, c'est un facteur de risque pour les deux. Il y a le diabète, parce que le diabète, à la longue, use les petits vaisseaux, en fait. Ils font des complications qu'on appelle microvasculaires, et dans ce sens, c'est un facteur de risque cardiovasculaire pour les AVC. Il y a ensuite le tabac, qui augmente de 2 à 4 fois le risque d'AVC, quand même. En usant les vaisseaux, en favorisant la formation des plaques de cholestérol dans les artères. La consommation excessive d'alcool, qui est essentiellement un facteur de risque pour les AVC hémorragiques, donc plutôt les saignements. La sédentarité, évidemment, l'activité physique est importante, à la fois pour la tension artérielle, le contrôle du cholestérol, etc. Les apnées du sommeil aussi, qui est un facteur de risque parce qu'il influence la tension artérielle, entre autres, également. Donc ça, ce sont des facteurs de risque qui sont finalement assez faciles à contrôler et, comme on l'a dit, s'ils sont bien contrôlés, préviennent jusqu'à 90% des récidives d'AVC. La question peut paraître naïve, mais est-ce qu'on pourrait faire un bilan pré-AVC, un check-up régulièrement qui pourrait identifier qu'un AVC se prépare ? Alors, c'est un peu le travail du médecin traitant, disons, de travail et de tous les médecins, je pense, tous les médecins et autres professionnels de santé, en fait, de détecter les patients qui ont ces facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, le tabac et l'alcool, évidemment, ça, on n'a pas besoin d'un professionnel de santé pour ça, pour leur prise en charge, mais pas pour les identifier. Après, c'est clair que le médecin traitant, il a un rôle très important, prendre la tension de ses patients, contrôler le sucre. Voilà, donc je pense que...
Mais si je vous comprends bien, s'il y a un symptôme, ce n'est pas un signe avant-coureur, c'est vraiment que l'AVC est proche d'arriver. C'est en ce sens-là que je demandais les examens préalables qui pourraient prévenir l'AVC. Du moment où il y a symptôme, l'AVC n'est pas loin. Du moment où il y a symptômes, si on parle de l'AVC ischémique, ça veut dire que l'artère elle est bouchée. Après, il y a ce qu'on appelle les AIT ou accidents ischémiques transitoires qui sont des AVC, mais en gros donc où le vaisseau est bouché, mais se rouvre suffisamment rapidement pour ne laisser aucune trace et pour que le cerveau finalement ne souffre pas au long cours. Donc dans ce sens-là, ça c'est un signe avant-coureur, mais c'est déjà un AVC et les gens ont la chance de récupérer. Mais c'est important de consulter justement pour faire ensuite tout le travail de recherche de causes, de contrôle des facteurs de risque, etc. Je crois qu'il y a un gros travail à faire auprès des patients, auprès de la population qui doit être, disons, avertie, informée de certaines choses. Par exemple, je parlais avant de l'amorose fugace, donc la perte transitoire de la vision qui ne fait pas mal, qui est bizarre, et puis tout d'un coup la vision revient. Bon, on ne s'inquiète pas trop parce que tout va bien. Même chose, il peut y avoir des phénomènes, disons, neurologiques transitoires, les AIT, et je crois que le patient, sans être alarmiste, la population devrait être informée que ça peut être un signe avant-coureur ou un signe qu'il y a un phénomène embolique qui se passe. À ce moment-là, oui, on fait un bilan, parce que souvent quand on voit le patient va très bien. Il n'a plus rien, il dit mais je ne sais pas pourquoi je viens, parce que c'est mon médecin qui m'envoie chez vous, mais j'ai eu 2 épisodes de perte de vision, mais ça va très bien maintenant. Ok, on regarde, il n'y a rien d'ophtalmologique, par exemple. Oui, alors là, on évoque la possibilité de phénomène thromboembolique, et là, on lance des investigations cardiovasculaires. Par exemple, incluant une échocardiographie pour savoir s'il y a une malformation, si une valve est déficiente. On va regarder les artères carotides, etc. Et là, on peut dépister chez certaines personnes, avant qu'ils fassent un problème qui peut être définitif ou même fatal, on peut dépister à ce moment-là un problème traitable. Si on a une valve déficiente, on la remplace. Si on a une malformation avec un passage gauche-droite, un foramen ovale perméable, on peut le fermer pour éviter qu'il y ait d'autres problèmes. Donc là, il y a quelques cas, c'est la minorité, mais je pense que ça vaut toujours la peine si on peut prévenir un AVC. Mais ça, c'est la population qui doit être informée qu'il y a des choses qui ne sont pas banales. Ce n'est pas normal d'avoir, par exemple, la perte de vision d'un œil pendant 4 secondes. Non, ce n'est pas normal. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est votre appel à la vigilance. Exactement. Et chaque année, dans le canton de Vaud, 2500, 3000 Vaudois statistiquement sont touchés. Vous confirmez ces chiffres, docteur Beru. On a parlé AVC. Quelles sont les conséquences, les séquelles qu'un AVC peut provoquer ? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a à peu près 30% des patients qui vont récupérer complètement. Un autre 30% qui conservera un handicap modéré, mais la plupart du temps qui pourra rentrer à la maison. Et puis 30% qui vont probablement décéder des complications de l'AVC principalement. Dans ces handicaps ou ces séquelles de l'AVC, en fait, ces séquelles dépendent de la présentation clinique initiale, c'est-à-dire du déficit initial. Donc, quand on fait un AVC, on a ce déficit neurologique qui apparaît d'un coup, une faiblesse, comme on l'a dit, une perte de sensibilité, un problème de langage, un problème d'équilibre, de coordination, de vision. Et en fait, si on conserve ce déficit neurologique, la séquelle, ce sera ce sera le même symptôme que ceux qu'on a présentés initialement. Le mal empire ou justement le symptôme en fait devient la séquelle ? Alors, le symptôme devient la séquelle, mais s'améliore chez une grande partie des gens, puisqu'en gros 60% des gens, si on prend, soit vont récupérer en partie, soit complètement. En tout cas, donc en gros, il y a le déficit qui est là, et ensuite on va récupérer progressivement. Au chapitre ophtalmologique, professeur Borua, la même chose, le symptôme égale les séquelles ? Oui, le symptôme égale les séquelles. Et puis en fait, dans les conséquences, si on veut, sur un plan sociétal, évidemment, il y a des conséquences professionnelles. Il y a des conséquences au niveau de l'autonomie, la conduite du véhicule notamment, si on a perdu de la vision. Et puis l'autonomie simplement pour aller à gauche, à droite, faire ses courses soi-même, ou doit-on être accompagné tout le temps ? Alors au niveau des séquelles,
On a des problèmes visuels qui, eux, sont séquelaires, définitifs, pour lesquels on n'aura rien à offrir. Pour ce qui est de la vision double, lorsque le problème résiduel est définitif, c'est une vision double, là, on a des options qui sont soit optiques, en mettant des prismes sur ou dans des lunettes, soit une opération strabologique pour remettre les yeux en place, pour faire supprimer cette vision double. Et il y a encore comme séquelles potentielles, c'est ce qu'on appelle les ossiopsies, c'est-à-dire le monde, l'environnement n'est plus stable, mais bouge tout le temps, par exemple, avec un mouvement rythmique, et pour lequel on n'a pas de traitement à proposer, malheureusement. Donc on voit qu'on a des séquelles, et bien sûr on peut aussi avoir une cécité totale qui n'évoluera pas. On a des séquelles qui sont très variables, avec des conséquences professionnelles et personnelles, disons, très variables aussi. Est-ce qu'au fil du temps, et peut-être la réponse est dans la question, les traitements ont évolué, vous le voyez au niveau ophtalmologique? Alors la seule évolution réelle qu'il y a eu au point de vue du traitement, c'est la thrombolyse. Thrombolyse, que ce soit pour, si on parle du problème visuel, pour un AVC donc occipital du cerveau visuel, de la région du cerveau visuel, ou pour un AVC rétinien, une occlusion de l'artère centrale de la rétine. Ça, c'est le seul traitement nouveau qu'on a à proposer, mais de nouveau avec un délai de 4h30. Et quand le problème est purement visuel et que vous n'avez pas de douleur et que vous n'avez rien, c'est très rare que les patients consultent en urgence dès que le problème visuel survient. Sinon, pour les autres problèmes résiduels, on n'a pas d'évolution, disons, dans le sens de traitement récent ou de traitement nouveau à proposer, malheureusement. On a parlé conséquences, on a parlé séquelles, et c'est là qu'entre en jeu quand même une partie de réadaptation. On peut récupérer, si ce n'est l'entier de son autonomie, en tout cas une grande partie. Ou une partie, puisque chaque cas est différent, forcément. Après, oui, en effet, la récupération, donc on l'a dit à nouveau, 30% récupèrent complètement, 30% en partie. Le fait de récupérer ou non dépend en gros de la taille de l'AVC, de sa localisation, et puis de l'âge du patient, et après de la rééducation qu'on va mettre en place dans la phase aiguë et les semaines, les mois qui vont suivre. C'est là que le travail est très important. On sait que les gens, donc on dit à peu près aux gens qu'on met à peu près une année pour récupérer d'un AVC. Ça ne veut pas dire que tout le monde met une année, mais ça veut dire que c'est qu'à une année qu'on peut dire à peu de choses près, ça va rester comme ça, les séquelles vont rester comme ça. Donc c'est plutôt un message d'espoir dans le sens où c'est pas parce qu'après 2-3 semaines, il nous reste encore une grosse perte de force, un gros déficit que ça va rester comme ça. Et la rééducation, elle est indispensable. Donc dans les premières semaines, mois après un AVC. Maud Ismail, vous êtes bien placée pour en parler de ces patients qui doivent avant tout apprendre la notion de temps, de patience. De patience, exactement. Effectivement, les patients, quand ils arrivent chez nous, ils ont un déficit qui peut être plus ou moins important. Et puis, on va essayer de leur réapprendre petit à petit à devenir indépendants dans toutes leurs activités de la vie quotidienne. Et c'est vrai qu'il faut de la patience, il faut de la motivation, c'est vraiment très important. Et la fatigue est quand même un symptôme aussi important de l'AVC, et donc ça prend du temps. Voilà. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ce qui veut dire qu'il faut concentrer chacun des efforts. Alors, au niveau des thérapies, c'est vrai que le patient, quand il vient en tout cas à la clinique, il a plusieurs thérapies dans sa journée, et c'est vrai qu'on essaye qu'entre les thérapies, il puisse se reposer pour qu'il puisse bénéficier au mieux en fait, de la thérapie en elle-même. Parce que c'est des thérapies qui durent entre 30 et 45 minutes, et c'est vrai que c'est quand même très demandant pour le patient, et donc entre les thérapies, c'est important que le patient se repose. Pour la prise en charge de chaque patient, entrent en matière plusieurs spécialistes, dont vous faites partie, notamment Dr Beru. Les réunions sont hebdomadaires pour lister les progrès, les traitements à affiner pour chaque patient. Oui, alors il y a toute une équipe dans les cliniques de réadaptation, de neuroréadaptation,
On se voit donc tous ensemble une fois par semaine pour parler de chaque patient. Et en effet, il y a le neurologue, il y a le physiothérapeute, l'ergothérapeute, le neuropsychologue ou le logopédiste les infirmiers. En gros, on se réunit tous pour parler. Donc chaque intervenant qui a vu le patient pendant la semaine nous décrit les progrès, les déficits qui restent. Et puis, on fait une espèce de plan de rééducation et de réadaptation qui est réévalué chaque semaine en fonction de chaque patient. Il faut aussi mentionner le rôle de l'infirmière de liaison dans le colloque multidisciplinaire dont on vient de parler, qui a un rôle très important, comme son nom l'indique, de lien en fait, entre le séjour hospitalier et le retour à domicile. C'est elle qui va organiser le passage des infirmières à domicile, des aides-soignantes, de tous ces gens qui vont pouvoir aider le patient une fois qu'il est de retour à la maison. Maud Ismail, vous êtes au plus près du patient à ce moment-là, et on l'a entendu puisqu'il faut pratiquement une année, en tout cas de traitement, pour tenter de récupérer, si ce n'est une autonomie totale, en tout cas partielle. Quel est le chemin du patient? Outre le traitement, il faut de l'encouragement, ça passe aussi par un soutien de l'entourage, et ça aussi, ça peut demander beaucoup d'énergie. Effectivement, le patient, il a besoin d'un soutien, que ce soit de la part des thérapeutes ou même de la part de la famille. La famille a aussi besoin d'un soutien, parce que c'est pas facile de vivre aussi cette perte d'autonomie d'une personne proche de soi. Donc nous, en tant que thérapeute, on est aussi là pour finalement prendre le patient, mais aussi tout son contexte familial. En tant qu'ergothérapeute, on fait beaucoup aussi de visites à domicile, où là, on va aussi avoir contact avec la famille pour savoir un petit peu quelles étaient ses habitudes de vie, comment ça fonctionnait avant. Et puis comme ça va nous donner aussi d'autres objectifs peut-être. Donc ça, c'est très, très important. Il y a des colloques de famille qui sont faits aussi avec les médecins et les thérapeutes pour discuter avec toute la famille de la suite des choses. Oui, parce que vous connaissez le patient, mais pas la personne. Oui, effectivement. Mais c'est vrai qu'en tant que thérapeute, on est obligé d'aller justement fouiller dans la personne pour savoir quelles étaient sa vie d'avant, en fait. Qu'est-ce qu'elle aimait faire, qu'est-ce qu'elle aimait pas faire. C'est vrai qu'on ne va pas réapprendre à quelqu'un à faire la cuisine si c'est quelqu'un qui n'aimait pas du tout cuisiner. Donc, on a besoin de savoir comment il fonctionnait avant pour pouvoir, en fait, le rééduquer au plus près de ses souhaits, en fait. Concrètement, comment on estime les progrès du patient? C'est des gestes retrouvés, une autonomie retrouvée au fil du temps? Exactement. Quand ils arrivent à la clinique, on fait un premier bilan pour savoir un petit peu où ils en sont au niveau de leurs activités, de la vie quotidienne, toilette, habillage, au niveau des transferts. Est-ce que le patient est capable de se lever seul de son lit ou pas? Après, il y a une évaluation au niveau aussi de la fonctionnalité du membre supérieur. Et puis, on va, en fonction des déficits qu'on va remarquer, on va travailler à ce niveau-là. Et puis, on va refaire des bilans, on va retravailler, revoir. Et c'est quand on va voir que le patient est capable justement de se laver seul, de se lever seul de sa chaise, c'est là qu'on va pouvoir voir les progrès et qu'est-ce qui nous reste encore à travailler. Vous parliez visite à domicile, ça veut dire aussi que vous suivez les patients à long terme? Alors, la visite à domicile, nous, elle est faite au moment où le patient est encore à la clinique. Après, il y a de toute façon aussi des prises en charge post-clinique. Les patients, quand ils rentrent à domicile, souvent, ils sont encore pris en charge par des thérapeutes, des physios, des ergos, pour continuer en fait les progrès, parce que le patient ne reste pas 1 an en rééducation. Souvent, il reste entre 3 semaines jusqu'à 3 mois. Et après, il rentre à la maison et souvent, le travail n'est pas terminé. Il faut affiner les choses. Et c'est aussi en fonctionnant à domicile qu'on peut voir qu'est-ce qui reste à travailler. Parce que la clinique, c'est un endroit un peu cocooning et on ne fait pas forcément les mêmes choses que quand on rentre à la maison. Et là, on peut affiner les petites choses qui seraient importantes. De votre expérience, quel est le plus
difficile pour le patient? Je pense que le plus difficile, c'est de se voir diminuer, de voir que on n'est plus la personne qu'on était avant et que ça, finalement, ça change un peu toute notre vie en pas longtemps. Et pour le patient, c'est difficile de trouver la force des fois de se dire, allez, je vais y arriver, je vais continuer et ça va marcher. Et à ce moment-là, le partenariat personnel médical patient fonctionne? C'est, je pense, très important parce qu'effectivement, nous, on a de l'expérience, on a vu beaucoup de choses, beaucoup d'évolutions, et d'être là pour lui, d'essayer de le motiver au maximum, c'est vraiment très, très important. C'est vraiment un partenariat, comme vous avez dit. C'est que nous, thérapeutes, on ne peut pas travailler tout seul. Il faut que le patient soit aussi motivé pour qu'on puisse arriver à un objectif commun. Et l'objectif, il est fixé d'entrée de jeu ou donc au fur et à mesure de ces colloques hebdomadaires que vous faites, ils sont évolutifs? Bien sûr, oui. Ouais. C'est vraiment évolutif. C'est-à-dire que quand le patient arrive, on ne met pas tout de suite la barre à 1 an en disant vous allez pouvoir faire ça, ça et ça. Non, justement, les objectifs, vraiment, au début, ça va être des petites choses. Et on va augmenter les objectifs au fil des semaines en fonction de ce qu'on voit qui est possible ou pas pour le patient. Je pense qu'on a dit 1 an, mais c'est pour donner un ordre d'idée, mais il y a énormément de patients qui récupèrent beaucoup plus rapidement que pour ce délai-là. C'est 1 année, c'est pour dire que c'est qu'à 1 année qu'on peut dire que ça va rester comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on met 1 année pour récupérer. Hein. Il y a des gens qui vont tout récupérer en 1 semaine. Il y a des gens qui ne récupéreront pas à 1 année, mais une grande partie récupère en tout cas en partie. Mais on donne cet ordre d'idées pour que les gens ne se découragent pas en voyant qu'ils n'arrivent toujours pas à bouger la main comme avant après 3 semaines. C'est clair que si on voit que les gens, quand ils arrivent chez nous, ont déjà récupéré 50% de leur force du bras, nos objectifs ils seront beaucoup plus haut que chez quelqu'un qui n'aura pas encore récupéré après quelques semaines. On adapte les objectifs à l'évolution du patient. En ophtalmologie, professeur Borua, il y a aussi des réadaptations possibles. On peut récupérer de certains dommages? Oui, alors, comme l'a dit ma collègue, la doctoresse Beru, par exemple d'une hémianopsie, c'est-à-dire si vous avez une atteinte du cerveau visuel gauche, vous allez perdre toute la vision à droite de la fixation, que ce soit pour l'œil droit ou pour l'œil gauche. Donc, en bref, vous le faites bien. Hein. Voilà, on ne voit plus que la moitié du monde. Ce problème-là, évidemment, c'est la même chose que pour les autres séquelles neurologiques. Il y a heureusement pas mal de gens qui évoluent favorablement, soit ils récupèrent complètement. Sur le plan visuel, c'est en général dans le mois qui suit l'AVC. Et puis où ils récupèrent partiellement, et il y a évidemment ceux qui ne récupèrent pas du tout. Pour ceux qui ne récupèrent pas du tout, c'est évidemment un handicap sévère, puisque la conduite sera interdite, ça c'est sûr. La lecture va être grandement perturbée, et puis la déambulation, alors que tout marche bien, aucun problème musculaire ou sensitif. Mais par contre, déambuler dans un endroit qu'on ne connaît pas, on va se heurter à plein de choses, etc. Sans compter que les gens qui viennent en face ne savent pas qu'on a un déficit visuel. Donc souvent, les personnes qui ont comme ça une telle hémianopsie homonyme disent « mais moi, dans la rue, les gens m'engueulent parce que mais je ne les vois pas ». Et donc, ils ne peuvent pas signaler. Alors, là, il y a une rééducation qui existe pour la lecture. On a un entraînement à la lecture qui se fait, ça c'est dans les services basse vision. Et puis, il y a aussi pour les personnes qui n'arrivent pas à explorer leur hémichamp aveugle. Je vous regarde, j'ai une hémianopsie homonyme droite. Depuis votre nez, si je ne bouge pas mon œil, je ne vois rien. Je ne vois pas qu'il y a un fauteuil ici, qu'il y a une table là, qu'il y a des personnes au fond. Je ne vois rien du tout. Et alors, certains patients, spontanément, se mettent à explorer leur hémichamp aveugle. Donc, au lieu de vivre comme on vit nous, en voyant spontanément à gauche et à droite de notre fixation, ces gens-là, pour pouvoir survivre, vivre, déambuler, eh bien, ils se mettent à scanner beaucoup plus, si j'ose dire, dans l'hémichamp aveugle.
Mais tout le monde ne développe pas spontanément cette technique. Alors, il y a un mode de rééducation qui s'appelle l'entraînement saccadique, où on va en fait faire, oui, comme de la physiothérapie pour apprendre aux gens à regarder, à chercher des objets dans les mi-champs aveugles. Et ça, c'est soit sur ordinateur ou même avec de la réalité virtuelle, des casques à réalité virtuelle. On les entraîne, en fait. Évidemment, ça ne change rien au déficit visuel. Si on les met dans un appareil pour mesurer leur champ visuel, il y aura toujours le même déficit. Par contre, ils sont de plus en plus autonomes. Conduire une voiture, ils ne pourront pas. Ça, c'est exclu. Mais au moins, dans la vie de tous les jours, on peut faire ça. Et c'est comme un sportif. Si on s'entraîne, on développe cette compétence pour justement compenser. Voilà, c'est exactement le mot que vous utilisez. C'est une thérapie de compensation. On va utiliser ce qui nous reste mieux pour pouvoir en bénéficier. On l'a entendu au fil de cette émission, l'AVC, c'est tout d'abord une question de vigilance, de prévention. On a entendu aussi que les conséquences menaient à une réadaptation qui permettait aussi de récupérer, si ce n'est une autonomie totale, en tout cas partielle. En conclusion, cet appel à la vigilance, ce serait l'essentiel du message en cas d'AVC, professeur Moria? Je pense que oui, effectivement, si la population peut être rendue attentive d'abord aux risques qu'ils courent en ne gérant pas correctement leur santé, c'est une chose, et puis en prêtant attention peut-être aux symptômes qui peuvent être annonciateurs d'un AVC, en ne les négligeant pas, sans être pour autant tous les jours chez le médecin et être alarmiste. Et ce qui est valable, en fait, pour chaque personne est valable aussi pour la personne d'à côté. Parce qu'il y a peut-être des symptômes que la personne ne ressent pas, mais qui sont visibles de l'accompagnant. Oui, je pense que pour moi, le message à retenir, c'est qu'on soit le patient lui-même ou le proche qui voit les symptômes apparaître. Et il faut tout de suite réagir, tout de suite appeler les secours et aller consulter aux urgences pour qu'on ait toutes les options thérapeutiques à disposition, pour qu'on puisse donner les traitements qu'on a à disposition. Et donc ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, une fois qu'on a identifié ces facteurs de risque pour chaque patient, l'importance de les prendre en charge par l'éviction du tabac, de l'alcool, l'exercice physique, et puis le contrôle du diabète, de l'hypertension, de tous ces facteurs de risque cardiovasculaires. On évoquait tout à l'heure le risque de récidive. Là aussi, ce sont des patients qui sont plus suivis au fil du temps? Oui, on contrôle de manière plus stricte les facteurs de risque cardiovasculaire une fois qu'on a eu un AVC, ça c'est sûr. Et on le rappelle, alors ça peut toucher n'importe qui, n'importe quand. Il y a quand même une population au niveau de l'âge un peu plus à risque dans les statistiques. Vous voyez cette tendance se dessiner? Alors c'est en soi une maladie qui touche plus les patients plus âgés, mais on voit aussi, et pas si rarement que ça, des AVC chez le jeune. Chez le jeune, les causes sont un peu différentes. Jeune, c'est-à-dire vingtaine, trentaine? Disons, chez le jeune adulte, les causes sont effectivement un peu différentes et plus rares. Mais en général, ça touche l'adulte plus âgé. Maintenant, c'est vrai que si on a des facteurs de risque, si on est diabétique, si on est obèse, si on est fumeur, on va faire les AVC plus précocement dans la vie que si on n'a pas de facteurs de risque cardiovasculaire. Ce qui veut dire aussi qu'une population âgée, là je me tourne vers Maudie Ismail, une population âgée, ça demande un peu plus de temps, d'efforts pour recouvrer une certaine autonomie. Alors, souvent, c'est vrai que les personnes âgées ont une condition physique un peu en dessous, on va dire, de quelqu'un de vraiment jeune. Mais après, ça reste variable. Il y a des patients de 70, 80 ans qui ont été très actifs du début jusqu'à la fin, et puis au final, ils récupèrent quand même très rapidement. Et puis d'autres jeunes qui finalement se laissent un peu aller, et puis donc c'est vraiment variable au final. Votre conseil de prévention, vous, ce serait lequel? D'essayer d'avoir une bonne hygiène de vie, d'essayer de rester actif au maximum. Le fait d'être actif, c'est quand même quelque chose qui est très important
même pour la rééducation après également aussi. Parce que plus on a cette mémoire du corps qui permet de récupérer, quand bien même elle est endommagée. Oui, et puis je pense que quelqu'un qui est sportif, qui a une condition physique qui est déjà bonne, quand il a fait son AVC et qui a un côté qui va plus correctement, l'autre côté pallie plus facilement aussi parce qu'il y a une bonne forme à la base. En conclusion, l'AVC, c'est un terme qui peut faire peur. On l'a dit et on le répète. Certes, les conséquences peuvent être impressionnantes et dommageables, mais le pourcentage est un tiers, c'est-à-dire un tiers des personnes touchées par un AVC, les conséquences peuvent être fatales, mais un tiers récupère son autonomie pratiquement totalement et un tiers avec une autonomie partielle qui permet quand même de rentrer à la maison et de vivre différemment. On l'a expliqué avec l'adaptation. Comment faire avec ces séquelles pour vivre au mieux, revivre au mieux, vous confirmez? Effectivement. Merci beaucoup. Merci Maud Ismail d'avoir participé à cette émission 100% santé. Je rappelle que vous êtes responsable du service d'ergothérapie à la clinique Valmont. Merci beaucoup. Merci à vous, doctoresse Sarah Berruth. Vous êtes spécialiste FMH en neurologie à la clinique Valmont et clinique de Montchoisy. Merci. Et merci à vous, professeur François-Xavier Borua, spécialiste FMH en neuro-ophtalmologie à Suisse Visio Clinique de Montchoisy, ainsi qu'au Centre ophtalmologique de Rives à Genève. Merci beaucoup.